Alors, nous recommençons donc avec l'intervention de Sébastien Peaunou que nous accueillons, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce matin. Donc, vous allez nous parler des enjeux contemporains et questions vives en santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, avec le cas de l'hyperactivité et de l'autisme. Donc, Sébastien Peaunou, vous êtes psychanalyste, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 et membre d'un laboratoire de recherche en sciences de l'éducation. On vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre invitation et pour votre bon accueil et pour votre enthousiasme, c'est le mot qui me vient. C'est le mot qui me vient parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie et c'est le mot qui me vient aussi parce que quand en début de semaine, je me suis posé la question « Qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui ?» J'ai vu le titre « Enjeux contemporains et questions vives en santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, hyperactivité, autisme ». Je me suis trouvé très enthousiaste sur le coup, parce qu'en une heure, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, si je vais trop vite, s'il vous manque des données, si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Il y aura mes coordonnées à la fin de la conférence. Vous pouvez aussi m'envoyer un message ou m'appeler. Vraiment, je vais essayer de faire au mieux, quoi. Hein. Un temps de conférence aux alentours de 40 minutes et j'espère un temps clinique. J'aimerais vous présenter le cas de Lily. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui a été publié dans des revues scientifiques internationales, en France ou internationales, sous forme d'ouvrages, 2 ouvrages à l'écoute des enfants hyperactifs, Le pari de la psychanalyse, Le silence des symptômes, enquête sur la santé mentale et le soin des enfants, et puis il manque un 3e ouvrage qui est à paraître, qui est à l'écoute des enfants autistes, Le pari de la psychanalyse, qui paraîtra en janvier prochain. J'ai dit au moins 10 fois déjà le mot psychanalyse, donc je vais faire part de mes conflits d'intérêts. Je n'ai pas de conflit d'intérêts avec des industriels, notamment avec l'industrie pharmaceutique. Toutes mes recherches sont financées sur fonds de financement public. Par contre, je suis psychanalyste. Et d'être psychanalyste ou de m'orienter de la psychanalyse, ça a des effets dans ma recherche. Ce qui m'intéresse dans la recherche, c'est de soutenir la prise en compte de la parole de l'enfant et de l'adolescent et des soignants, des éducateurs qui accompagnent ces enfants et ces adolescents. Donc, si je m'engage dans une recherche, c'est toujours dans cette perspective, avec cette orientation. Faire résonner la parole de l'enfant ou, à contrario, ce qui pourrait entraver la prise en compte de cette parole dans les pratiques ou les dispositifs de soins et d'éducation. Donc, compte tenu de ce conflit d'intérêts-là, je vous invite à vous munir d'un sens critique par rapport à tout ce que je pourrais dire au fil de la conférence. J'ai essayé d'engager un état des lieux de la question de la santé mentale en France. C'est un peu maladroit parce que je ne suis pas sociologue, donc j'ai fait les choses comme j'ai pu. Et il m'a semblé quand même intéressant de partir du général jusqu'au particulier, jusqu'au plus singulier. Et donc, moi, je commence plutôt avec une tonalité qui n'est pas très fun. Mise à mal du système médico-social, éducatif et pédopsychiatrique. Le champ de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, le secteur, mais aussi le champ médico-social, sont des secteurs polysémiques qui sont marqués par la diversité de leurs pratiques, de leurs publics, de leurs institutions, et puis des prismes théoriques de référence. Pendant de très nombreuses années d'après-guerre jusqu'aux années 1980, cette pluralité, cette diversité, elle a été considérée comme une richesse, comme un atout au bénéfice des enfants, des adolescents et des structures de soins. Et puis, à partir des années 1980-1990, cette diversité, cette pluralité, elle a été entendue, elle a été considérée comme une faiblesse. Et il a semblé préférable de fonder les pratiques sur des données probantes, sur les données scientifiques. C'est ce que Bruno Falissard appelait une nouvelle mythologie. Et c'est le déploiement massif de l'Evidence-Based Practice Medicine dans le secteur de la santé mentale, avec pour objectif de collecter des données de recherche de manière à orienter les pratiques des soignants, des éducateurs, des travailleurs sociaux.
Cette référence à l'evidence-based practice, evidence-based medicine, elle n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'elle est couplée, associée à un autre paradigme qui est le New Public Management. Le New Public Management, c'est l'idée de gérer les institutions publiques, l'hôpital, l'école, les institutions médico-sociales, dans un but de rationaliser les pratiques et de réduire les coûts de santé. On gère les institutions publiques comme une entreprise pour réduire les coûts de santé et les coûts d'éducation. Qu'est-ce que ça produit, cette association entre l'Evidence-Based Practice Medicine et le New Public Management? Une mise à mal, une réduction des systèmes de santé et d'éducation qui se traduit très concrètement par la fermeture de lits, la fermeture de services hospitaliers et une plateformisation de certaines institutions. Ça se traduit également par une perte de la qualité des soins et, in fine, la dégradation des pratiques et de la santé mentale des enfants. Ce que je déplie là de manière très rapide, c'est quelque chose qui est tout à fait détaillé, argumenté, documenté dans des rapports publics depuis au moins une dizaine d'années. Là, j'ai cité les rapports INSERM, Moreau et Brisson 2016 sur la santé des jeunes, le rapport de l'IGAS 2018, le rapport de la Cour des comptes 2021 sur l'offre de soins et celui 2023 sur la pédopsychiatrie, le rapport du Défenseur des droits en 2021, celui du HCFEA en 2023 et le rapport du Haut Conseil à la santé publique en 2022. Vous voyez, ce sont des institutions publiques ou des instances qui ont pour but de produire un savoir, un état des lieux sur les dispositifs de soins, d'éducation ou les dispositifs qui touchent à l'enfance et à l'adolescence. Et tous font le même constat d'une réduction inexorable des moyens qui sont alloués aux soins et à l'accompagnement des enfants. Comment ça se traduit très concrètement? Ça se traduit par un déficit des dispositifs d'accueil et de soins et un effet ciseau. On a une augmentation de la demande de soins, on a une diminution de l'offre de soins, peut-être que je pourrais dire l'inverse, on a une diminution de l'offre de soins, une augmentation de la demande qui peut être entendue comme un effet de cette réduction, et donc un effet ciseau dont les enfants et les familles sont les premiers à faire les frais. Comment ça se traduit concrètement? Ça veut dire que quand un enfant doit avoir une consultation dans un CMP ou un CMPP, il a des délais d'attente de 6 à 18 mois en moyenne. Comment ça se traduit encore? Par une pénurie de moyens humains sur l'ensemble du territoire. On parlait de pédopsychiatrie tout à l'heure. Les chiffres de 2022 donnaient un peu moins de 600 pédopsychiatres sur l'ensemble du territoire, avec une moyenne de 3 à 6 par département, et des départements pour lesquels il n'y avait pas du tout de pédopsychiatres. Et donc je ne sais pas comment, dans ces conditions-là, on peut prendre soin des enfants. 900 médecins scolaires pour 12 millions d'élèves, la classe. Je crois qu'il n'y a que 1 ou 2 enfants sur 5 qui ont leur visite médicale obligatoire chaque année. Donc ça fait un médecin pour 13 333 élèves, 8 000 infirmières scolaires partagées entre des missions de soins et de prévention. Ça fait une infirmière pour 4-5 établissements. Moi, je ne sais pas comment on fait. C'est-à-dire que quand j'ai 700 enfants ensemble, ou 600 enfants, ou 400, peu importe, je me dis qu'il faut toujours une infirmière, parce qu'il y a toujours les bobos du quotidien, on se fait mal, on prend un coup, etc. Et bien là, il n'y a pas d'infirmière. Je ne vois pas comment on peut produire des politiques d'inclusion à destination des enfants en situation de souffrance psychique ou de handicap quand il n'y a pas d'infirmière dans la maison et qu'on dit à l'enfant qui se fait mal, qu'est-ce qu'on lui dit s'il n'y a pas d'infirmière? Eh bien, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. On ne peut pas prendre soin de lui. Pour les psy-EN, tiens, ça vous regarde, un psy, 3500 professionnels, un psy pour 1500 enfants. Chapeau. Chapeau. Je suis avec vous. Donc ça veut dire ça, hein, le couplage New Public Management, Evidence-Based Practice, ça veut dire ça, ça conduit à ça, ça a ça pour conséquence. Et puis, in fine, une réduction des candidats au métier de l'enseignement, de l'éducation, de la psychologie, de la médecine et du soin.
Pourquoi? Parce que ce sont des métiers vocationnels. On a tous une raison d'être là. On a tous une raison d'être là avec ces enfants-là. Et donc, si on est là avec ces enfants-là, mais qu'on ne peut pas les soigner correctement, on ne peut pas les accompagner correctement, on ne peut pas leur apprendre correctement, eh ben forcément, on démissionne, on ne reste pas longtemps dans le métier, ou alors on ne s'engage même plus. On va faire autre chose. Ça n'a plus de sens. Ce n'est pas une question d'argent. Hein. Les éducateurs, les infirmiers, les psys, ils n'ont jamais été très bien payés. Hein. C'est une question de vocation, c'est une question de sens. Et quel effet ça a, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le sens du bien-être de l'enfant? Non. Il y a une augmentation de la souffrance, en tout cas c'est mon interprétation, ça conduit à une augmentation de la souffrance psychique de l'enfant. Comment je le sais? Je le sais parce que j'ai une pratique, je le sais parce que je vais dans les institutions, ça s'entend sur les terrains, dans la clinique, dans les institutions. Je le sais aussi parce qu'il y a des tribunes régulières dans les grands quotidiens nationaux. Par exemple, là, dans Le Monde, à l'été 2022, en France, donc c'est des collectifs de pédopsychiatres qui signent, en France, en 2022, des enfants et des adolescents meurent de souffrance psychique par manque de soins et de prise en compte sociétale. C'est le titre. Autre titre, le même été, oui, par manque de moyens, la pédopsychiatrie doit depuis des années trier les enfants. Moi, ça me met hors de moi. Je ne vous raconte même pas ce à quoi ça me renvoie. Je le sais aussi parce qu'il y a des études épidémiologiques qui documentent ces phénomènes-là. Ça, ce sont des graphiques de Santé publique France qui montrent que le passage aux urgences pour gestes suicidaires et troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent a considérablement augmenté, quelle que soit la classe d'âge, sur les dernières années. Je passe vite, les graphes, ça met de la couleur. Hein, voilà. Là, ce ne sont plus les gestes suicidaires, ce sont ces tentatives de suicide, automutilation. Donc là aussi, avec des fortes augmentations, les gestes, c'est toujours les chiffres de Santé publique France à partir des bases du système national des données de santé. Plus 63% pour les filles de 10 à 14 ans, plus 42% d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans, plus 32% de jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans. Ça fait beaucoup. Mon idée, et c'est pas que la mienne, c'est ce qui se lit et s'entend dans la littérature internationale, c'est que cette montée en puissance du paradigme de la psychiatrie biologique, de l'evidence-based practice, evidence-based medicine, appliquée au domaine de la santé mentale, parce que l'evidence-based medicine appliquée à tout ce qui concerne la médecine somatique, ça marche drôlement bien. Hein, c'est drôlement efficace, c'est drôlement intéressant. Mais dans le champ de la santé mentale, ça ne va pas. Ça n'est pas un paradigme qui est approprié, sinon pour tenter de réduire les coûts du système de santé. Mon idée, c'est de penser qu'il est important, quand bien même on peut s'intéresser à la psychiatrie biologique, il est important de cultiver une pluralité de pratiques, de discours, quand il s'agit de la santé mentale des enfants. Donc là, maintenant, je vais produire un discours un peu critique de la psychiatrie biologique en m'appuyant sur le cas de l'hyperactivité TDAH. Je passe un peu plus de temps sur le TDAH et j'irai plus vite concernant la question de l'autisme, compte tenu des contraintes d'exposition de la conférence. Le TDAH, qu'est-ce que c'est? Les critères diagnostiques du TDAH, ils sont définis pour la première fois en 1980 dans le DSM-3 à partir d'une triade de symptômes: déficit d'attention associé ou non à de l'impulsivité excessive et à de l'hyperactivité. Dans la CIM, il faut les 3 symptômes pour poser le diagnostic. Dans le DSM, il n'en faut que 2. Autrement dit, si je m'intéresse à la prévalence du TDAH, j'aurai forcément une prévalence plus élevée si je me base sur le DSM que si je me base sur la CIM. Le TDAH, c'est l'un des troubles mentaux les plus fréquents chez les enfants d'âge scolaire, et pour cette raison, c'est un diagnostic qui a donné lieu à des milliers de recherches scientifiques au niveau international, sauf qu'aujourd'hui, on connaît bien mieux le TDAH qu'hier, puisque c'était 177 études entre 1987 et 1989 dédiées au TDAH.
aujourd'hui, en 2015, juste pour l'année 2015, donc c'était il y a quand même un bail, c'est 2053. Il faudrait que je réactualise les chiffres de la diapo. Et donc, aujourd'hui, ça doit être encore bien davantage. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est bien plus solide que les hypothèses que l'on formulait hier. Que nous disaient les études des années 1980-1990 ? Elles nous disaient que le TDAH, c'était une pathologie neurologique, neurodéveloppementale, d'origine génétique, qu'on allait bientôt mettre en évidence des marqueurs biologiques qui allaient nous permettre de produire des tests et de produire un traitement médicamenteux, ou soit produire, soit justifier l'utilisation, le bénéfice d'un traitement médicamenteux dans le cas du TDAH. C'est le méthylphénidate, la ritaline, qui est un psychostimulant qui est régulièrement prescrit aux enfants et aux adolescents, ou qui peut être prescrit aux enfants et aux adolescents qui sont diagnostiqués TDAH. Le problème, c'est que toutes les études subséquentes, toutes les études qui ont été réalisées par la suite, et puis toutes les méta-analyses, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait un essai contrôlé randomisé, on a des résultats, on va vérifier ces résultats à travers une série d'études similaires, et puis au bout d'un moment, on fait une synthèse, c'est ça la méta-analyse. Et toutes les méta-analyses qui sont disponibles aujourd'hui réfutent cette hypothèse neurologique, neurodéveloppementale, si bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun marqueur biologique, ni neurologique, ni génétique, qui est à même de caractériser le TDAH, le diagnostic de TDAH. C'est très simple à savoir, c'est très simple pour le vérifier. La question, c'est est-ce qu'il y a un test pour diagnostiquer un enfant TDAH? Est-ce qu'il y a un test? Est-ce qu'il y a un test biologique? La réponse est non. Je colle le micro. Je colle le micro à fond. C'est un prolongement de mon propre corps. Et oui, si on dit le TDAH, c'est une maladie neurologique d'origine génétique, très bien, c'est quoi le test? C'est quoi le marqueur? C'est quoi le biomarqueur? Il n'y en a pas. Si je n'ai pas de biomarqueur, je n'ai pas de cible thérapeutique. Et donc, le médicament qui est utilisé, il l'est par sérendipité, c'est-à-dire la validité scientifique, l'est par le hasard des études statistiques. On peut même dire aujourd'hui, au point où on en est depuis les années 2000, je crois qu'en 2024, on peut dire que l'hypothèse d'une étiologie, donc d'une cause neurologique ou génétique pour le TDAH, diminue à mesure que les études progressent. Ah oui, comme je n'ai pas de marqueur biologique, je vais avoir des questions qui vont se poser en termes d'épidémiologie, de prévalence, de nombre de cas d'enfants TDAH. Si j'ai un test biologique, c'est très facile. Hein, j'ai une preuve objective qui me permet d'établir le diagnostic. Si je ne l'ai pas, je me fie à des symptômes. Ces symptômes, c'est l'enfant est plutôt inattentif, l'enfant est plutôt agité, etc. Et c'est des symptômes cliniques éminemment subjectifs. On considère qu'en France, la TDAH touche 3,5 à 5,6% des enfants d'âge scolaire, ce qui correspond à la norme internationale, on dit entre 5 et 7%. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont a été faite cette étude en France. Elle a été portée par un service spécialisé de l'hôpital Robert Debré, donc des médecins spécialistes. Mais voilà, ils ont choisi d'utiliser une méthodologie particulièrement faible. Ils n'ont pas choisi une méthode clinique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délégué leur étude de prévalence à un institut de sondage, à des opérateurs téléphoniques non spécialistes du TDAH, non cliniciens, formés sur le tas, qui disposaient d'un questionnaire, un peu celui dont Bruno Falissard parlait tout à l'heure, les grilles de Conners. Est-ce que l'enfant a du mal à s'endormir? Est-ce que l'enfant a des problèmes pour faire ses devoirs? Est-ce qu'il est un peu agité, parfois, souvent, etc. Et si vous voulez, ils ont sélectionné au hasard dans l'annuaire 7000 foyers, il y en a 1000 qui ont accepté de répondre, et puis les opérateurs téléphoniques ont fait passer le test standardisé. Et dans 36 cas, bingo, l'enfant recevait un diagnostic de TDAH. Moi, je ne sais pas comment on fait. Moi, je ne sais pas comment on peut considérer que cette méthodologie-là, elle est recevable. Je ne sais pas comment on fait pour dire si un enfant est TDAH ou pas,
sans jamais l'avoir rencontré, sans jamais l'avoir écouté, sur la simple base d'un questionnaire qui a été passé par un opérateur téléphonique? Je ne sais pas. 3,5%, c'est les 36 cas. Et puis jusqu'à 5,6%, c'est parce qu'il y a certains enfants qui avaient un traitement médicamenteux et que, par contre, ils n'avaient pas les symptômes du TDAH, mais c'était considéré comme normal puisque c'était le traitement qui venait masquer les symptômes. Alors là, c'était plus intéressant parce que moi, j'ai accès aux bases de données de santé. Et donc, il y avait 22 enfants sur 1000 qui avaient un traitement médicamenteux dans l'étude de Losandro et collègues. Sauf que ce chiffre de 22 pour 1000, il était 17 fois plus élevé que le chiffre de la sécurité sociale rapporté par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui faisait état de taux de consommation de médicaments beaucoup plus faibles chez les enfants et les adolescents. Ce qui a permis de produire une étude contradictoire de cette étude de prévalence du TDAH en France, qui est encore largement utilisée. Elle est véhiculée par toutes les institutions de santé, HAS, ANSM. Elle est mobilisée par les pouvoirs publics, alors qu'elle présente une méthodologie particulièrement critiquable et faible, et que l'étude en elle-même a été financée par l'industrie du médicament, puisqu'évidemment, il faut payer les opérateurs téléphoniques qui font les sondages. L'étude critique qu'on a publiée dans le même journal qui a publié l'étude initiale, il y a de très nombreux chercheurs qui se sont échinés, qui s'échinent encore à la faire supprimer. Le JAD, le journal, a fait remonter le cas à son comité d'éthique qui a jugé bon de conserver notre papier. Dans d'autres études, j'ai étudié la consommation de méthylphénidate, donc de psychostimulants, chez l'enfant et l'adolescent. Je vais parler de médicaments pendant un petit moment. Mon objet, ce n'est pas le médicament. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Le médicament, ce n'est pas trop mon rayon. Hein. Il y a des enfants qui ont besoin de médicaments parce que ça va venir favoriser le travail de parole, d'accompagnement, de soins. Hein. Mais mon hypothèse ou le risque ou ce qui peut m'inquiéter, c'est une substitution des pratiques psychothérapeutiques, éducatives, sociales de première intention, ça c'est les recommandations, par la seule prescription médicamenteuse. C'est un problème s'il n'y a que ça. C'est un problème si ça se substitue. Tant qu'il y a de la parole, tant qu'il y a du transfert, moi ça me convient. Ça c'est le clinicien qui juge. On a étudié la prescription de méthylphénidate chez l'enfant. On l'a étudié dans les bases de données de l'assurance maladie. On s'est rendu compte d'une augmentation de plus 116% entre 2010 et 2019, mais qui s'inscrivait dans un continuum. C'est-à-dire plus 116% en 2010 et 2019, mais on avait déjà plus 65% entre 2003 et 2005, puis plus 135% entre 2005 et 2011, et plus 116% entre 2010 et 2019. Si mon compte d'épargne évoluait comme ça, je serais drôlement heureux. Je plaisante un peu parce qu'il y a un effet triche avec ces chiffres. C'est comme on part de zéro au début des années 2000, forcément, il y a une évolution statistique qui est rapide. On part de zéro dans les années 2000 pour la prescription de méthylphénidate, mais aussi pour le diagnostic de TDAH. On commence à avoir des diagnostics de TDAH parce qu'en 1995, on a l'autorisation de mise sur le marché du méthylphénidate en France. Et à partir de là, on a non seulement des prescriptions, mais des diagnostics. Ce qui, moi, me fait penser qu'on inverse la logique médicale classique. La logique médicale classique, c'est un patient qui témoigne d'un pathos, d'une souffrance, qui souffre, qui a une maladie, une pathologie, pour lequel le médecin cherche un traitement. Là, on inverse. On a le traitement, le méthylphénidate, il a été synthétisé dans les années 40-50. On a un traitement pour lequel on cherche le cadre nosographique le plus adapté à sa prescription. Ouais, bon, allez, j'exagère, mais je le dis quand même. Il faut bien que quelqu'un le dise, non ? Au-delà de l'augmentation de la prescription, on a des phénomènes qui sont soit inquiétants, soit surprenants. On a des prescriptions assez
bon, qui comptent avant l'âge de 6 ans, contrairement aux indications de l'AMM. On a des durées de prescription qui sont particulièrement longues et en constante augmentation pour les durées de traitement. Par exemple, un enfant qui recevra une prescription à 6 ans va la garder 5,5 ans en durée médiane. Pourquoi c'est important? Parce qu'on n'a pas d'études scientifiques de long terme sur ces questions-là. On a des suivis de cohortes, mais les autorisations de mise sur le marché, elles sont basées sur des études d'efficacité à court terme, 12 semaines. Et en général, les études, elles montrent, par exemple, les études de cohorte qui ont été faites aux États-Unis, elles montrent toutes qu'à 3, 6, 9 ans, il n'y a pas de bénéfice du médicament sur les risques d'échec scolaire, les risques de délinquance et les risques de toxicomanie qui sont associés au TDAH. Donc toutes les recommandations de traitement sont de court terme et là, on observe des durées de traitement particulièrement longues et d'autant plus longues qu'en fait, elles sont assorties d'autres prescriptions de médicaments psychotropes. Par exemple, dans 10% des cas, les enfants qui reçoivent du méthylphénidate reçoivent aussi du Risperdal et qu'a priori, il n'y a pas d'études scientifiques sur ces coprescriptions de médicaments psychotropes chez l'enfant. Les recommandations de prescription qui tenaient jusqu'en 2021, la prescription initiale devait être faite en milieu hospitalier et renouvelée tous les ans par un médecin spécialiste en milieu hospitalier. Ça a été abandonné en 2021 sur décision de l'ANSM après saisine de l'association TDAH France. Et ces recommandations de prescription, elles n'étaient pas respectées dans 25% des cas et de renouvellement dans 50% des cas. Moi, ça m'embête ça. Ça m'embête parce que ça pose la question du suivi de l'enfant, une fois encore, qu'un médecin responsable de son acte, le médecin, il est responsable de son acte quand il prescrit. Il est responsable de son acte aussi quand il ne prescrit pas. Il n'est pas moins responsable parce qu'il ne prescrit pas. Qu'un médecin prenne la responsabilité de la prescription, moi, ça me convient. Et ce qui m'intéresse, c'est comment l'enfant est suivi, comment il est accompagné, est-ce que le médecin le revoit tous les ans, tous les 15 jours, tous les mois, etc. Là, il y a quand même un certain nombre d'enfants pour lesquels le médecin ne revoit jamais le patient. Risque de substitution des pratiques psychothérapeutiques, éducatives, sociales et de suivi d'accompagnement médical de première intention par le médicament seul. C'est ce que vient montrer le paragraphe du milieu. On s'est interrogé sur le suivi en CMPP des enfants qui consommaient du méthylphénidate. On s'est dit, avec une courbe qui augmente de plus 116%, logiquement, on va avoir des suivis en CMPP qui augmentent qui vont doubler, quoi. On va avoir 2 fois plus d'enfants en CMPP. C'est l'inverse. On en a 4 fois moins. C'est-à-dire que le suivi en CMPP, les CMPP, c'est les institutions de première intention dans le soin psychique de l'enfant, l'accompagnement des familles. Le suivi en CMPP décline à mesure que la médication progresse. Dans cette étude, on a aussi mis en exergue une détermination scolaire et une détermination sociale de la prescription de méthylphénidate. Détermination scolaire, on a simplement dupliqué un phénomène qui était observé depuis très longtemps au niveau international. Les enfants nés en décembre ont 2 fois plus de risques d'être diagnostiqués TDAH et d'être médiqués par méthylphénidate que les enfants nés en janvier. Pourquoi ? Parce que le système scolaire est fait de telle façon qu'un enfant de 6 ans qui est né en décembre, il a 1 an de moins que son camarade dans la même classe juste à côté qui est né en janvier. Et donc, il semble normal que cet enfant ait des capacités attentionnelles moindres que ses camarades, sans que cela n'engage de conclusion, ni en termes de diagnostic, ni en termes de traitement. L'idée, c'est de laisser le temps de l'enfance à l'enfant. Dans les pays où la cut-off, la coupure juillet-août ne fonctionne pas, où le système scolaire fonctionne autrement, on n'avait pas cet effet-là, on n'avait pas ces graphes-là. C'est assez drôle parce qu'après de nombreuses critiques, Santé publique France cet été a publié une étude qui reprenait un peu le même phénomène. Et moi j'étais abasourdi d'entendre des collègues qui disaient « Non, ce n'est pas un surdiagnostic des enfants nés en décembre, c'est qu'en fait on sous-diagnostique les enfants nés en janvier. » Non mais là, ben ouais, on n'est pas des mouettes quand même.
Moi, ce qui me rend malade, c'est quand même que c'est des médecins qui, bon, voilà, qui sont médecins, scientifiques, journal national, et ça passe crème. Je vais essayer. Donc je peux me permettre de dire quelques bêtises, parce que ça passe. Hein, j'ai dit détermination sociale, parce que c'est un thème hyper couru en sociologie, mais là, il faudrait que je sois beaucoup plus prudent en réalité, parce qu'on a effectivement 25% des enfants sous méthylphénidate qui présentent des difficultés sociales. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on est en train de médiquer des difficultés sociales ? Il faudrait que je sois plus prudent que ça, parce que quand on a sorti l'étude, les données INSEE donnaient 7% de la population qui bénéficiait des mesures de CMU, CMUC, etc. Mais en fait, c'est vrai pour la population générale, mais chez l'enfant, a priori, en tout cas les derniers chiffres que j'ai reçus, il y aurait déjà d'emblée 25% des enfants qui bénéficieraient de ces aides sociales. Donc il faut tenir compte de ces facteurs sociaux associés à la prescription ou au diagnostic, sachant qu'ils sont 25% pour le méthylphénidate, mais 50% pour le diagnostic de TDAH. Mais il faut être prudent sur l'interprétation. Sur la question du méthylphénidate, ça fait 1 an que dans toutes les revues, 1 an et demi que dans toutes les revues internationales, des chercheurs qui présentent des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie du médicament n'arrêtent pas d'envoyer des papiers pour dire c'est injuste, c'est un scandale, l'OMS n'a pas voulu retenir le méthylphénidate comme médicament sur sa liste des médicaments essentiels. Effectivement, ces mêmes chercheurs, il y a 4 ans et puis il y a 2 ans, ont produit un dossier scientifique pour faire reconnaître le méthylphénidate comme médicament essentiel. Je vous mets cette citation de l'OMS qui justifie sa réponse pour vous montrer qu'il ne s'agit pas seulement de mon grain de sel. Là, c'est la citation de l'OMS qui dit « Non, on ne va pas inscrire le méthylphénidate sur la liste de nos médicaments essentiels parce que les preuves d'efficacité ne sont pas concluantes, avec des forts risques de biais et des données qui sont peu claires dans une proportion importante d'études, un manque de données au-delà de 12 semaines, un manque de données chez les enfants de moins de 5 ans et des effets secondaires indésirables. Ah oui, non, pardon, un manque de données chez les enfants de moins de 5 ans concernant les effets indésirables. Et surtout, c'est là-dessus que moi j'accentue, les interventions non pharmacologiques sont en première ligne pour le soin dans le cadre du TDAH. Donc ça, c'est l'OMS qui écrit ça, et c'est à l'appui notamment d'une revue Cochrane qui est gage de probité et de scientificité. Alors, comment expliquer une telle évolution de la prescription de médicaments psychostimulants chez l'enfant ? Il y a eu de nombreuses études qui se sont intéressées aux biais scientifiques et aux biais médiatiques concernant le TDAH et qui ont constaté un embellissement des données qui sont propres aux études scientifiques, des publications préférentielles des observations positives. Quand les résultats vont dans le sens de ce que je souhaite amener, argumenter, je publie. Quand ce n'est pas le cas, je ne publie pas. Une présentation trompeuse de certaines données et des exagérations de résultats. Ça, ce sont des biais qui sont inhérents aux publications scientifiques et qui sont accentués par les médias. Par exemple, avec une équipe, on a étudié l'ensemble des journaux, l'ensemble des sites internet et l'ensemble des émissions télévisuelles dédiées au TDAH, et on s'est aperçu que 83 à 94% de l'information dédiée au TDAH en France, dans les médias, est contraire aux consensus scientifiques internationaux. Les consensus scientifiques internationaux, aujourd'hui, vous disent on n'a pas trouvé de marqueur neurologique ou génétique pour le TDAH, et l'émission télévisée, le journal va vous dire le TDAH est une maladie neurobiologique d'origine génétique. Pour la petite histoire, 94%, c'est le taux de distorsion aussi dans les tests de médecine. Un exemple de biais médiatique, par exemple, sur le site de l'association TDAH France. Le trouble du déficit de l'attention est une affection biologique du cerveau, vraisemblablement causée par un déséquilibre dans certains neurotransmetteurs du cerveau, les substances utilisées pour envoyer des signaux
entre les cellules nerveuses. Au-delà du fait que ça ne soit pas très précis, là, on est dans le champ de la représentation sociale. De même, le magazine Allo Docteur sur France 5, qui a une audience beaucoup plus étendue, à l'appui de ce cliché d'imagerie cérébrale, disait « Le TDAH est une maladie neurologique qui touche la transmission de l'information au niveau de certaines zones du cerveau. On voit les deux petits croissants orange en haut, c'est la zone qui libère la dopamine. Là, c'est un cas normal. Et puis, vous voyez en bas, ce cas de TDAH, il y a un peu moins de dopamine sécrétée. Du coup, la transmission de l'influx ne peut pas se faire correctement. » Si ces données étaient avérées, ce serait exact. Le problème, c'est que le cliché, ce n'est pas un cliché qui concerne le TDAH chez l'enfant, c'est un cliché qui concerne le TDAH chez l'adulte toxicomane. Donc là, c'est un cas de fraude avéré. Ce n'est pas moi qui l'ai mis au jour, hein, c'est celui qui est mon maître dans leur recherche, qui s'appelle François Gonon, qui est neurobiologiste, spécialiste des neurotransmetteurs de la dopamine et qui travaille au CNRS à Bordeaux. Il y a des biais scientifiques, il y a des biais médiatiques, mais il y a aussi des conflits d'intérêts. Par exemple, l'étude de prévalence dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'ai dit, elle est financée par l'industrie du médicament. Il y a aussi des services hospitaliers. Là, je n'ai pas mis tout le logo, mais là, c'est la plaquette du service hospitalier, du service spécialisé de Nantes, qui avait sa plaquette, donc c'est un service public, qui avait sa plaquette sponsorisée par le laboratoire Shire, qui commercialise l'une des versions les plus répandues du méthylphénidate. Et puis, vous avez des associations de familles, de parents d'enfants hyperactifs qui reçoivent des subventions, des financements de la part de l'industrie du médicament. C'est le cas de l'association Hyper Super TDAH France qui a touché plusieurs subventions de la part du laboratoire Shire. Évidemment, tout ça a un impact considérable sur la recherche. Je suis chercheur, je reçois un financement de l'industrie du médicament, ou mon service hospitalier reçoit un financement de l'industrie du médicament pour faire une recherche sur le TDAH. Je dois constituer une cohorte. Je vais la constituer où? Auprès de l'association de parents, de familles, d'enfants TDAH, qui elle aussi reçoit des subventions. Cette association, elle est très active auprès des pouvoirs publics. TDAH France, où ses représentants sont dans tous les comités, le comité TND qui a été nommé cet été, auprès de la HAS quand il s'agit de revoir les recommandations de bonne pratique, et c'est elle qui a fait des saisines successives auprès de la NSM pour faciliter l'accès au méthylphénidate au prétexte que l'accès aux médicaments était difficile. C'est pas ce que disent les chiffres. Donc en fait, on a un financement de l'industrie pharmaceutique, auprès de services spécialisés, de la recherche, d'associations de parents, qui peut avoir une influence sur les représentations du grand public, mais aussi auprès des agences et des pouvoirs publics. Alors, quelques mots sur le thème de l'autisme. Je veux vraiment vous présenter mon cas clinique, donc je n'aurai pas le temps. Je pourrais tenir le même discours, mais avec des éléments scientifiques très différents, parce que le TDAH et l'autisme, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes facteurs neurologiques, génétiques, et donc il faudrait que je sois précis et je ne veux pas aller trop vite, donc je vais passer. Mais je pourrais faire le même constat. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de marqueurs biologiques, ni génétiques, ni neurologiques dans le cas de l'autisme. Oui, et en plus, pour l'autisme, il y a la question des approches comportementales. J'y vais quand même, je vous dis quelques mots. Si je vous parle de l'autisme, je vous parle aussi d'épidémiologie. On a fait des enquêtes concernant la prévalence de l'autisme. Tout le monde dit, ce qui est couramment admis, c'est qu'il y a 1% de personnes autistes en France. Le gouvernement, dans la dernière stratégie TND, dit entre 1 et 2%. C'est léger, c'est léger. En fait, c'est 1% chez les garçons de 8 ans. Mais la prévalence en population générale, c'est 0,2%. C'est ce que montre le premier graphe. Ce que montre le deuxième graphe, c'est que l'épidémiologie de l'autisme, elle n'est pas stable. C'est des enquêtes qu'on a fait dans les bases de données de santé. On voit qu'on a des pics de prévalence chez l'enfant et qu'après, à partir de 20 ans,
ça retombe. Les personnes sortent du diagnostic. Et c'est intéressant parce que ça permet de penser l'autisme de manière dynamique. On dit aussi, il y a un retard dans le diagnostic en France. Les personnes autistes sont diagnostiquées à l'âge de 8 ans en moyenne. Mais c'est exact. C'est exact parce qu'ils tiennent compte des diagnostics tardifs, c'est-à-dire qu'ils prennent la population générale. Si on tient compte des diagnostics tardifs, ça fait 8 ans. Mais si on dit à quel âge sont diagnostiqués les enfants, par exemple, c'est le 3e graphe, nous on s'est intéressé à l'âge diagnostique chez les 0-10 ans, eh ben, on s'aperçoit que le pic diagnostique, il est à 3 ans, avec une montée en flèche entre 1 et 3 ans, ce qui me semble correct. Et donc, véhiculer le message que les professionnels sont mal formés, ils sont mal sensibilisés à la cause de l'autisme, ils ne savent pas poser un diagnostic parce qu'on a une durée moyenne, on a un âge moyen au diagnostic à 8 ans, eh ben, je trouve que c'est manipuler les chiffres parce qu'ils considèrent toute la population, alors que si on coupe chez les 0-10 ans, on voit que le diagnostic est réalisé avant 3 ans. Concernant la médication, on a des taux de médication de personnes autistes entre 30 et 40%, là c'est au-delà de 40% chez les 12-17 ans, avec des durées médianes de traitement que je ne peux pas dire parce qu'elles excèdent notre période d'étude qui est à 12 ans. On voit les barres noires, c'est les durées de consommation, les durées médianes, et en fait, elles saturent notre période d'étude. Donc, une façon de vous communiquer mon inquiétude concernant les modalités d'accueil, les discours et le soin des enfants autistes. Et c'est des inquiétudes qui ne se sont pas apaisées avec la stratégie TND qui a été proposée par le gouvernement en 2023, qui a décidé de mettre dans un même paquet TND des enfants 10, des enfants autistes, des enfants TDAH, des enfants avec une déficience intellectuelle. Et moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Quel est le point commun entre un enfant qui a une déficience intellectuelle sévère qui relève souvent du polyhandicap et un enfant dysorthographique? C'est quoi le point commun en termes de diagnostic, d'accompagnement, de soins, de politique de santé? Je ne vois pas, comme disait Bruno Falissard, déjà avec le mot autisme, on parle de phénomènes qui sont extrêmement distincts. Alors, mettre tout le monde dans le même panier, je ne vois pas l'avantage, je ne vois pas l'intérêt. Le gouvernement produit des taux de prévalence qui sont très différents des études scientifiques actuellement disponibles, en nous disant que finalement, il y aurait 16% de la population qui aurait un TND. Sachant que les TND, c'est une toute petite partie des diagnostics psychiatriques. Voilà. Ou alors on revient à l'expression de Freud, tous névrosés, ou de Lacan, tous fous. Hein, ça, c'est possible. Mais ce sont des chiffres qui ne reposent pas sur des données scientifiques avérées, et surtout pour lesquels on ne met pas en face les moyens adaptés. C'est-à-dire que si on dit il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, 16%, ben on s'attend à ce que le gouvernement mette le paquet en face. C'est pas grave si je ne suis pas d'accord sur les chiffres de prévalence, tout le monde s'en fiche. Mais je m'attends à ce qu'en face, les moyens soient équilibrés. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement nous dit il y a 2 millions d'enfants avec des TND et on a mis en place des mesures avec 416 classes et 55 000 enfants qui ont été accompagnés et diagnostiqués. C'est sans commune mesure. Et donc c'est pour ça que je considère que c'est une stratégie qui, à tout le moins, trouble. Je m'engage sur une montée en généralité pendant 5 minutes, et puis après, je vous parle de clinique, sinon je vais dépasser mon temps. Ce que je vous ai évoqué là, concernant le TDAH et l'autisme, je peux le dire pour l'ensemble du champ de la pédopsychiatrie et des diagnostics chez l'enfant et l'adolescent. Je reprends le titre de François Gonon, La psychiatrie biologique, une bulle spéculative. Malgré des décennies de recherche et des milliards engagés dans la recherche sur les marqueurs biologiques pour les troubles mentaux, on n'a toujours pas de marqueurs biologiques pour les troubles mentaux. Les diagnostics sont peu fiables et ne disposent d'aucune validité biologique. Aucune nouvelle classe de traitement n'a été découverte depuis 50 ans, ce qui pousse Stephen Eman, qui a été le directeur du Centre de recherche américain sur la santé mentale, à écrire « Même si les neurosciences ont progressé durant ces dernières décennies, les difficultés sont telles que la recherche des causes biologiques des troubles mentaux a largement échoué. » Thomas Insel, qui lui a succédé à la tête du même institut de recherche en santé mentale aux États-Unis, écrit «
Les recherches en neurosciences n'ont, pour l'essentiel, toujours pas bénéficié aux patients. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de la recherche en neurosciences. La recherche en neurosciences, c'est passionnant. Il faut continuer à en faire. Mais il faut aussi en tirer les conséquences en termes de pratiques, de dispositifs institutionnels et de cliniques. Hop, je passe sur une autre citation. Ce que je vous indique là, ce que je vous dis là, cette critique finalement de la psychiatrie biologique, elle est peu répandue dans le grand public, mais elle se lit dans la littérature scientifique internationale depuis au moins 10 ou 20 ans. C'est quelque chose qui est avéré, qui est ancien. Par exemple, en 2019, dans le New England Journal of Medicine, Garner et Kleinman écrivent « Paradoxalement, bien que les limitations des traitements biologiques soient largement reconnues par les experts en la matière, le message qui prévaut pour le grand public et le reste de la médecine est encore que la solution aux troubles mentaux consiste à faire correspondre le bon diagnostic au bon médicament. Par conséquent, les diagnostics psychiatriques et les médicaments psychotropes prolifèrent sous la bannière de la médecine scientifique, bien qu'il n'existe aucune compréhension biologique approfondie des causes des troubles psychiatriques ou de leur traitement. Le problème n'est pas simplement une question d'intégrité scientifique et intellectuelle. Cet état de fait influence la formation des soignants et le remboursement des soins. Il nuit gravement aux patients et aux praticiens. L'OMS va dans le même sens en 2022. Elle alerte sur le fait que partout dans le monde, les pratiques actuelles placent les psychotropes au centre de la réponse thérapeutique, alors que les interventions psychosociales et psychologiques et le soutien par les pairs sont aussi des pistes à explorer qui devraient être proposées. Pour réussir à définir une approche de santé mentale intégrée, centrée sur la personne, axée sur son rétablissement et fondée sur ses droits, les pays doivent changer et ouvrir les mentalités, corriger les attitudes de stigmatisation et éliminer les pratiques coercitives. Pour cela, il faut absolument que les systèmes et les services de santé mentale élargissent leur horizon au-delà du modèle biomédical, au profit d'une démarche plus globale, prenant en considération tous les aspects de la vie du patient. Je suis psychanalyste lacanien et donc l'OMS, pour moi, c'est l'OMS. Hein. Je ne vise pas la psychanalyse triomphante. Je pense que c'est une erreur politique et stratégique. Je vise juste la pluralité des modalités d'accueil et de soins. Et donc, ce qu'écrit l'OMS, là, ce n'est pas très lacanien. Mais quand je lis une démarche globale prenant en considération tous les aspects de la vie du patient, ben moi, je suis heureux, ça me fait ma journée. Je ne demande pas plus, en fait. Je demande juste la reconnaissance de cette petite phrase-là, la possibilité de pouvoir travailler selon cette indication, cette orientation-là. Bon, je suis obligé de passer sur tous ces éléments qui concernent les prescriptions de médicaments chez l'enfant en population générale. On a une augmentation qui est patente depuis 20 ans. Ça a été documenté par le rapport du HCFEA. Quand les enfants vont mal, comment les aider? Vous trouverez tout ça si vous souhaitez vous référer au rapport. Sinon, vous pouvez venir me voir, je vous enverrai les documents. J'arrête avec la montée en généralité, je descends en singularité. J'exagère un peu, je marque nécessité de la psychanalyse, nécessité de la clinique, nécessité, disons, de la prise en compte de la parole de l'enfant et des soignants dans les pratiques de soins. Je rappelle, c'est un rappel qui me semble utile, les recommandations de bonnes pratiques en France et dans la plupart des pays d'Europe, c'est pratiques psychothérapeutiques, éducatives, intervention sociale auprès de l'enfant et de la famille. Et c'est heureux parce qu'il existe en France une grande diversité de pratiques thérapeutiques, éducatives et sociales qui sont à mettre au bénéfice de l'enfant et de son entourage. Dans certains cas, un traitement médicamenteux peut être prescrit en deuxième intention et toujours en soutien des pratiques psychothérapeutiques et éducatives. Ça me semble heureux. Pour reprendre l'expression de Gols, le médicament peut être utile s'il favorise le travail de soins, d'accompagnement, de parole de l'enfant. Aucun problème d'un point de vue clinique. J'essaie de dire quelque chose de pourquoi la psychanalyse. Je ne le dis pas pour tout le monde, je le dis pour moi. Pourquoi moi je suis mordu par la psychanalyse? Pourquoi ça me semble important? Ça me semble important parce que c'est une pratique qui est centrée sur la parole de l'enfant et l'enfant sujet.
c'est pas seulement un principe, c'est pas seulement une éthique, c'est un fait anthropologique. Qu'est-ce qui nous distingue dans l'ordre du vivant? Ce qui nous distingue dans l'ordre du vivant, c'est d'être parlant. Il n'y a pas d'autre espèce qui dispose d'un langage. Notre nature à nous, je ne sais pas comment tu le disais tout à l'heure, Bruno, mais notre spécificité, ce qui nous marque, c'est d'être parlant. Et la psychanalyse, elle se fonde sur cette prise en compte de notre nature parlante et cette dimension de l'enfant sujet. C'est une clinique sous transfert. C'est une clinique qui s'intéresse à ce qui se joue dans la rencontre entre le praticien et l'enfant, qu'il soit psychanalyste ou pas psychanalyste, le praticien, peu importe. Mais pour la psychanalyse, ce qui compte, c'est la relation thérapeutique, la relation éducative, la dimension du transfert qui est infiniment précieuse et qui fait la différence. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement, vous voyez tous les détours que je dois employer pour faire résonner quelque chose qui me touche, qui me tient à cœur et qui relève de la clinique. Ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce qui va faire la différence pour l'enfant. Eh bien, la rencontre, le transfert, c'est précisément ce qui va faire support, ce qui va faire la différence en termes de soins de l'enfant. La différence avec une équivoque. La psychanalyse, c'est une certaine politique du symptôme. Le psychanalyste, il ne vise pas forcément à faire taire le symptôme. Comme nous sommes des êtres parlants, toute manifestation humaine peut être entendue comme un langage, y compris les symptômes, et y compris quand le symptôme est dérangeant et que l'enfant s'agite et qu'il met le bazar en classe. Est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter ça comme un langage? Il nous dit quelque chose. Et donc il y a quelque chose, voilà. Il y a une alternative. Vous choisissez, il y a une alternative. Politique de suppression du symptôme. Si vous fermez la porte, à mon avis, il va revenir par la fenêtre et de manière encore plus bruyante. C'est vous qui choisissez. Il y a une autre voie, l'accueil du symptôme et l'idée de pouvoir faire parler le symptôme. La psychanalyse est une éthique de la singularité. On pourrait discuter pendant des heures, c'est une science, c'est pas une science. Évidemment, c'est pas une science. Si vous voulez, on peut jouer, on peut dire que c'est une science du singulier. Mais c'est une éthique de la singularité qui induit un certain nombre de choses dans la pratique. Et puis, c'est une pratique plurielle, transversale, validée scientifiquement, on peut le mettre entre parenthèses. Il y a eu beaucoup d'études sur ces 10 dernières années sur la validité scientifique des pratiques orientées par la psychanalyse. Ce qui compte pour moi, c'est que c'est une pratique qui se soucie de la pluralité du discours. Elle ne vise pas l'hégémonie, mais plutôt l'articulation entre les théories, les pratiques et les discours. Alors, il y avait un certain nombre de points que je souhaitais discuter avec vous. J'ai marqué universel, particulier, singulier. Ça me semble important, par exemple. Je trouve que c'est important dans notre champ, dans le champ de la santé mentale, de distinguer plusieurs registres. Il y a le registre de l'universel. La loi, le langage, les savoirs, les politiques publiques. Et c'est important, ça compte. Il y a le registre du particulier. En psychiatrie, les catégories cliniques, c'est des particuliers. Et c'est vrai que c'est important d'en tenir compte parce qu'il y a une particularité de l'autisme et donc je ne vais pas m'adresser à l'enfant autisme nécessairement de la même façon que je vais m'adresser à un autre enfant ou je ne vais pas lui lancer la balle de la même façon. On tient compte des particularités pour adapter les pratiques. Ça ne me dit pas vraiment comment je dois m'adresser ou comment je dois lancer le ballon. Enfin, bon. Je tiens compte de la particularité pour adapter la pratique. Et puis il y a le singulier. Il y a ce qui revient en propre à chaque sujet. Avec la psychanalyse, c'est ça ma boussole, c'est le singulier. Ça ne veut pas dire que je méconnais l'état des lieux, de la science, des savoirs, des politiques publiques. Ça ne veut pas dire que je méconnais les particularités. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le TDAH, c'est le TDAH de cet enfant-là. J'aimerais souligner l'impasse, de mon point de vue, des concepts de causalité, qu'on recherche une causalité organique, qu'on recherche une causalité psychique ou psychologique, qu'on recherche une causalité ou une détermination sociale. Pour moi, on est dans l'impasse. Quand bien même on attrape une causalité, elle n'est pas nécessairement utile dans la pratique. Je m'explique. Si je prends le syndrome de Down, j'ai un facteur, j'ai un marqueur, j'ai une différence génétique, la trisomie 21, qui explique le diagnostic de syndrome de Down. C'est vrai, c'est exact.
Mais en quoi cela m'est utile dans la pratique? Est-ce que ça va me dire ce que va devenir cet enfant, ce qu'il va aimer, comment je peux lui apprendre à lire, à écrire, à compter? De savoir que c'est une différence, je ne dis pas une anomalie, hein, ce serait horrible, que c'est une différence génétique qui cause le diagnostic. Est-ce que ça m'aide? Ça peut m'aider du côté du particulier. Mais dans le singulier de la rencontre, est-ce que ça m'aide à comment il va apprendre à lire? Non, je ne suis pas sûr. Sur les discussions épistémologiques, je suis partie prenante de la subversion. Je ne pense pas qu'il faille penser que on gagnerait quelque chose à opposer la clinique DSM fondée sur des symptômes objectivement observables à une clinique de l'inconscient fondée sur des mécanismes de défense. Je pense que là, on est dans l'impasse. Je pense qu'on peut faire mieux que ça en se déplaçant d'un axe imaginaire et en favorisant la conversation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand un parent vient me voir avec un enfant et qui dit « il a un TDAH », ben, je ne rentre pas en conversation en disant « le TDAH n'existe pas ». Je ne vois pas l'intérêt en fait. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Par contre, dire « ah, bon, moi ce qui m'intéresse c'est le petit Pierre ou le petit Paul », et, ok, avec son TDAH ou sans son... mais ce qui m'intéresse c'est cet enfant-là, ça compte. Impuissance ou invention, des fois on se place, et une partie de la conférence était placée sous le signe de l'impuissance, c'est-à-dire qu'on se plaint de l'autre. On se plaint du manque de l'autre, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas de pédopsychiatre, il y a les services qui font. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend que l'autre vienne pourvoir à tous nos besoins. Je pense que c'est important de pousser un coup de gueule de temps en temps. C'est important de dire les choses, de faire un état des lieux, c'était un peu l'objet de la conférence, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Mais si on fait ça, on reste dans le champ de l'impuissance. Ça ne suffit pas. De notre place de responsabilité, on ne peut pas s'en tenir là. On est contraint d'inventer. Et dans les écoles, pour les politiques d'inclusion, aussi difficiles qu'elles soient à réaliser, dans les institutions médico-sociales, en cabinet, à l'hôpital, ben oui, on invente au quotidien l'accueil de ces enfants avec ces parents-là. Et donc, il faut continuer d'inventer. Et ça, c'est réjouissant. Pas s'en tenir dans une position d'impuissance, mais au contraire, accentuer sur la dimension de l'invention. Est-ce que vous m'autorisez à lire mon cas clinique, oui ou non? Merci. J'en ai pile pour 10 minutes. C'est sympa. C'est un cas d'autisme. Je vais vous parler de Lily que j'ai reçue pendant à peu près 1 an et demi. Et vous remarquez, quand je lis, quand c'est la clinique, je m'assois, je reste tranquille. J'aurais dû vous dire que ça. Je devrais m'autoriser à venir dire juste la clinique et à repartir. Lily est âgée de 2 ans et demi lors de notre première rencontre. Nez crotté, boucle brune qui sautille, elle s'engouffre dans mon cabinet sans un mot ni un regard, comme happée par l'ouverture de la porte. Ses parents s'avancent sur la pointe des pieds, je les invite à s'asseoir. J'informe Lily que nous allons parler un peu et qu'elle peut se joindre à la conversation si elle le souhaite. Pas de réponse. « Elle ne parle pas », chuchote son père. Tout en m'adressant à lui, j'indique à Lily qu'elle peut venir s'asseoir à nos côtés, dessiner ou utiliser les jouets qui sont disposés dans la pièce. Elle se dirige goulûment vers une boîte de figurines. Un tourbillon. Cette première rencontre sera décisive. Au fil de l'entretien, les parents de Lily évoquent leurs inquiétudes et les difficultés de leur enfant. Lily ne parle pas, mais elle produit quelques sons. Ses manières sont étranges, pataudes, ses mouvements ne sont pas coordonnés. Si le comportement de Lily a toujours été marqué du sceau de la différence, il n'apparaît problématique à ses parents qu'au moment de l'entrée à l'école, soit quelques semaines avant notre rencontre, suite aux plaintes récurrentes de la maîtresse et de certains parents d'élèves. Lily ne respecte pas les consignes, elle se lève de manière intempestive et ne consent ni au rythme ni à la forme scolaire. Elle est mise à l'écart durant les temps de la classe. Lily a la main leste avec ses camarades, elle griffe, tire les cheveux et n'hésite pas à bousculer pour saisir les objets qu'elle convoite. Les parents parlent de caprice, la maîtresse est excédée. J'interviens pour pondérer la férocité qui pointe sous les discours communs, en disant que Lily fait de son mieux, qu'elle fait comme elle peut. Les parents de Lily se confient également sur leurs propres difficultés.
les angoisses de madame et ses rituels obsessionnels qui rythment la vie familiale, le sentiment d'impuissance de monsieur dans sa capacité à faire face à la souffrance de son épouse, au comportement de Lily, aux regards et aux mots blessants déposés à l'encontre de leur fille. Enfin, leurs soucis communs pour leur enfant, son bien-être et son devenir scolaire. Tandis que nous parlons, Lily saisit des caisses de jouets et les renverse. Elle fait le vide, une boîte, puis une autre, puis une troisième. Elle prend les objets de manière indistincte et les dissémine dans la pièce. Plus ses parents parlent, plus Lily s'agite. Elle semble particulièrement sensible à la prosodie du discours parental. Les jouets volent à mesure que les paroles se chargent d'affect, que les voix tremblent, déraillent, que le ton monte ou descend. Le comportement de Lily est réglé sur la tessiture de la voix de l'autre, mais elle ne dit mot. Bientôt, c'est un tourbillon qui déferle dans la pièce. J'interromps l'entretien avec les parents sur ces entrefaits pour prendre un moment seul avec Lily. Je les remercie pour leurs précieuses indications et je les raccompagne chaleureusement dans la salle d'attente. À mon retour, Lily se tient raide comme un piquet au milieu du champ de bataille, immobile, les mains nouées, le visage distordu par l'angoisse. Dans un sourire et dans un soupir, et sans trop accentuer la dimension de l'adresse, je dis à Lily que d'une manière ou d'une autre, tout cela était trop bien rangé et que nous allons faire autrement. Je m'assois à quelques pas et commence à assembler des pièces de Duplo. Lily reprend ses déambulations, pousse les boîtes, jette des jouets, et les Duplos prennent la forme d'une maison que je pose devant moi. Lily s'avance à grands pas, prend l'objet, le casse et approche son visage de mon visage dans un rictus énigmatique. Je ramasse les morceaux et reconstitue l'objet. Lily casse à nouveau. Je ris. Elle rit aussi. Et dans ce rire, j'entends sa voix. Clinique des tout-petits. Faire le vide de l'autre. Cette première séance orientera la suite du travail. Je recevrai Lily une fois par semaine et ses parents de manière ponctuelle mais régulière, dans un moment séparé. Les parents m'interrogent sur un versant diagnostic. Je leur réponds qu'ici, je m'occupe de Lily, pas tant des diagnostics, et je les oriente vers la consultation d'une collègue pédopsychiatre en CMP, dont je sais qu'elle tiendra compte du travail qui s'engage. Je me présente à Lily comme un partenaire silencieux et discret. Plus ça parle, plus elle s'agite, comme envahie par le bruit des mots. Le vacarme de la langue obstrue pour cet enfant la possibilité d'un arrimage à l'autre du langage. Conséquence, je garde le silence. Durant plusieurs séances, Lily renverse, vide, jette, casse, éparpille. Je fais le pari de reconnaître la valeur créative et productive de ce désordre. Lily travaille à faire le vide de l'autre, condition nécessaire à ce que se constitue une adresse. Une séance, tandis qu'elle est occupée dans un coin de la pièce, je remplis tranquillement une caisse de jouets avec les objets épars disposés à mes côtés. Au moment où la caisse me semble suffisamment remplie, j'en saisis une seconde et continue l'exercice. Lily, très sensible à mes interventions, s'approche à toute vitesse, s'arrête net et renverse la première caisse. Je dis « Oh oh !» Lily sourit et répète d'une voix atonale « Oh oh !» Je continue de remplir la seconde caisse, mais Lily se précipite et la renverse aussi. Je dis « Oh 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 !» et Lily rit aux éclats. Après chaque séance, la maman de Lily, pour qui tout doit être ordonné de manière implacable, propose de ranger mon cabinet. C'est tentant, c'est tentant. Je la remercie avec attention, mais je lui dis que non, et que les choses sont bien ainsi. Greffe symbolique, présence-absence, ouvrir-fermer, ponctuer, scander. 3 à 4 mois sont consacrés à cette entreprise inlassable, faire le vide. Mais Lily consent progressivement à ce que j'y introduise des nuances. Je m'efforce de ponctuer ses activités. C'est vide, c'est plein, c'est cassé. Ou alors badaboum, lorsque Lily jette un objet avec fracas. Elle répète alors aoum. Sans adresse ni demande, je fredonne des comptines ou des chansonnettes. Et Lily reprend des sons, en écho, pose sa voix sur la mienne, sans mots, pour le moment. Je commence à nommer les objets qu'elle manipule, en particulier les animaux de la ferme qu'elle affectionne tout particulièrement et qu'elle recherche au début de chaque séance. Désormais, le travail s'articule à compter de 2 directions. La poursuite et l'extension du travail de scansion et d'alternance. Au binaire plein-vide s'articule toute une série de jeux.
Allumer, éteindre la lumière, ouvrir et fermer la porte, présence, absence, cacher, trouver, passer de la salle d'attente au cabinet, du cabinet à la salle d'attente, et entre les deux, il y a le couloir vide. Vérifier la permanence de l'objet, la présence ou l'absence des parents, de l'analyste. Lorsque Lily sort pour rejoindre sa mère, je l'appelle de manière théâtrale. Lily. Deuxième axe de travail, un travail autour de la voix, du geste et de la parole, voire de la nomination auquel Lily s'adonne à sa manière en produisant des sons, en vocalisant, en formalisant des bribes de mots ou des écholalies. Bref, les séances sont devenues le terreau fertile à la prise de greffes symboliques qui font désormais le support et la trame de nos échanges. À la fin de chaque séance, au moment de nous dire au revoir et de reprendre le rendez-vous suivant, les parents de Lily témoignent de vifs changements. Lily babille, s'adresse à eux et les sollicite dans une langue encore incompréhensible, mais dont ils se font les interprètes. Sa maman a repris le suivi et le travail de soins qu'elle avait engagé, puis suspendu il y a plusieurs années. Elle consent à ce que la chambre de Lily ne réponde pas aux mêmes exigences de rangement que le reste de la maison. J'apprends que la mère de Lily est passionnée par les animaux et qu'elle partage avec sa fille des moments de lecture sur de grands imagiers animaliers. De manière générale, la conversation fructueuse que j'entretiens avec les parents de Lily porte des effets d'ouverture, des questionnements et des ajustements heureux qui profitent à chacun. Nomination, éveil à la parole. J'ai rencontré Lily en octobre, nous sommes courant mars. La maîtresse est arrêtée pour une durée indéterminée. La nouvelle maîtresse se montre plus compréhensive à l'égard de Lily. Elle prend soin de l'accueillir avec ses différences, aménage la classe et module sa pédagogie. Elle rate, mais elle essaye encore. Les vociférations, les plaintes et les punitions s'arrêtent avec des effets immédiats de soulagement pour Lily et ses parents. Lily a cessé le vidage systématique des boîtes de jouets. Maintenant, elle se dirige presque exclusivement vers la boîte contenant les animaux de la ferme, les prélève un à un. J'en profite pour les nommer et Lily s'en donne à cœur joie. Le cheval, Eval, la vache, H, le chien, Lily aboie, wouf wouf, et nous rions de cette farce. Les animaux resteront nos compagnons durant de longues semaines. Je profite du goût de Lily pour ses objets, cette passion partagée et ce trait que j'imagine prélevé auprès de sa mère, pour investir un long travail de nomination et d'éveil à la parole. Lily accroche, les syllabes se découpent de plus en plus nettement, les mots apparaissent, des animaux. Lily voudrait prendre toutes les figurines dans ses mains, mais elle ne peut pas, c'est impossible, ça ne tient pas. Les jouets tombent et se dérobent à mesure qu'elle s'évertue à les ramasser. Lily s'énerve, pleure, se mord, se griffe et l'agitation refait surface. Je prends un animal dans une main, puis je le pose en disant « Au revoir, poule ». Je prends le mouton. « Bonjour, mouton ». Puis je pose le mouton. « Au revoir, mouton ». Et saisis le canard. « Bonjour, canard ». Lily arrête de pleurer et s'intéresse à cette forme de fordat aménagée. Elle joue à son tour et dit à sa façon en écorchant les mots « War poule, war mouton ». Ce n'est plus seulement de la nomination. Les signifiants s'articulent. Il y a un battement signifiant et l'émergence d'une subjectivité à l'œuvre. Lily consent à poser l'objet, elle consent à la perte et s'en dédommage par le détour du verbe. Nous cachons un animal derrière un meuble, sous le divan, sous un coussin, et le recouvrons d'une boîte. Puis nous l'appelons à la manière dont j'appelais Lily lorsqu'elle passait d'une pièce à l'autre. Lily se sépare de l'objet que la parole vient à la fois recouvrir et faire exister, puis elle le découvre, le retrouve et s'en réjouit dans la langue. Coucou. Parfois, elle ne peut pas se séparer et quitter la séance sans prendre avec elle l'une de ses figurines préférées. Je lui indique qu'elle peut l'emprunter jusqu'à la séance suivante, mais qu'elle doit me donner en retour un dessin ou une production de sa composition, dans un premier temps des gribouillis multicolores qu'elle fait le plus souvent avec son papa. Ensemble, ils apprennent les couleurs que Lily utilise parfois pour nommer les objets. Elle dit rouge pour le coq à cause de sa crête, embryon de mytonymie et d'un travail de substitution signifiante. Série, circuit. Lily organise son monde et les séances sont désormais structurées à compter d'un vaste travail de serialisation. Elle met les animaux de la ferme en file indienne en les disposant méticuleusement afin qu'ils se touchent sans espace ni coupure. Si par malheur un écart se fait jour, Lily replace un à un chacun des personnages. La discontinuité n'est pas acceptable.
Lorsque Lily a terminé avec la file des animaux, elle fait de même avec les duplos, couleur par couleur. Elle est complètement absorbée, passionnée par ces séries, et mon cabinet est désormais strié de multiples vagues de figurines et de couleurs, dont l'esthétique tranche avec le Capharnaüm des premières séances. Maintenant, pour chaque personnage ou chaque pièce posée, Lily nomme vache, cochon, rouge, jaune. Son élocution reste approximative, mais elle s'améliore progressivement. J'ajoute maintenant des adjectifs, des oppositions signifiantes pour qualifier les objets, grand, petit, couché, debout. À chaque séance, je veille à introduire des écarts et des ouvertures aux séries qu'elle élabore. À côté de la file des animaux, j'ajoute 1 ou 2 Playmobil et Lily allonge son circuit en ajoutant d'autres figurines. Elle est très attentive à la façon dont je nomme les personnages qu'elle choisit. Et au moment de les lâcher pour les inscrire dans la série, elle répète et chuchote les mots pour elle-même. Lily adopte un fonctionnement assez rigide. Une file commencée doit aller d'un mur à l'autre de la pièce, sans espace ni coupure. J'ai essayé 1000 fois de faire des trous, des espaces, marche pas, la pauvre, elle est obligée de recommencer à chaque fois. Il n'est pas possible d'interrompre les fils d'objets, ni d'arrêter la séance au milieu d'une série. Mais Lily consent à ce que je construise des ponts. Lily colle les ponts. Cela vient recouvrir les objets, les faire disparaître. Cela fait aussi des abris. Nous construisons à présent des étables pour les animaux, des maisons pour les figurines, des garages pour les voitures, bref, tout un monde. Suspens et ouverture. Le travail s'interrompt au moment des congés d'été. À la rentrée, Lily est métamorphosée. Je l'entends qui parle très fort depuis la salle d'attente. Elle m'accueille dans une langue que je ne comprends pas. Je lui demande de répéter. Et face à ma surdité, son père nous sert d'interprète. Elle dit votre nom, Sébastien Paunou. Nous nous réjouissons. Je me suis absenté, mais le nom est resté, que Lily dit à sa façon. Le travail reprend. Maintenant, nous dessinons. L'an passé, Lily écrasait les mines de feutre sur les feuilles de papier. Puis elle a dessiné des tourbillons multicolores. À présent, ce sont des bonhommes, étranges, mais des bonhommes. Des bonhommes et des mots, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles. Lily touche mon nez, ma bouche, puis son nez, sa bouche. Elle ne quitte plus le poupon que nous habillons et déshabillons, qui s'est fait bobo et qu'il faut soigner. Si Lily a un pansement, il faut mettre un pansement au poupon. Si nous montons un pansement au poupon, il faut mettre un pansement sur le corps de Lily. Le corps, les mots, les objets. L'adresse de la séance, le partenariat et le colloque singulier tissé avec Lily ont ouvert des possibles qui n'étaient pas certains au premier temps de notre rencontre. Des ouvertures exploitées par les parents, par l'école et par les différents intervenants ayant soin de l'enfant. Le pied d'appel pris par Lily dans le champ de l'imaginaire et du symbolique lui permet aujourd'hui un saut dans les apprentissages. Non seulement Lily parle, mais elle écrit son nom en lettres bâton, recopie des mots que j'écris en modèle à sa demande. À l'école, le passage en moyenne section de maternelle a été acté par l'équipe pédagogique, soutenue par une enseignante fermement décidée à accueillir Lily dans sa singularité. C'est un pari gagnant, les progrès sont fulgurants. La directrice de l'école informe cependant les parents qu'un accompagnement par une AESH sera sans doute nécessaire à partir de l'année prochaine. Elle les invite à déposer un dossier auprès de la MDPH, ce que je soutiens. Après les vacances, nous constatons que les séances ne sont plus aussi prolifiques et peut-être plus aussi nécessaires qu'auparavant. Lily va de trouvailles en invention que j'enregistre et dont je prends acte au fil de l'eau. Les parents oublient les séances. Nous décidons d'espacer progressivement nos rencontres, puis de les suspendre. Lily va mieux maintenant. Certes, tout n'est pas réglé, et la fillette porte encore les marques d'une douce étrangeté. Mais les comportements agressifs ont cessé, et Lily entretient désormais une conversation fructueuse avec ses parents, ses camarades et les adultes qui l'entourent. Elle parle, et par cette prise de parole, elle s'arrime à l'autre et s'avance dans le monde. Merci, Monsieur Paunou. Merci, Monsieur Paunou, pour votre intervention. Donc, je crois comprendre qu'on ne va pas avoir de temps pour des questions, où on prend 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions à Picon ?
des remarques. On va lire les remarques et prendre le temps pour une question dans la salle, puisqu'après, comme vous le savez, on a le timing qui est assez serré pour être à l'université. Voilà. Quelques remarques dans la salle, peut-être que ça fera écho au vôtre. Vous avez clivé, je crois, tout l'auditoire. Certains vous remercient infiniment pour la clinique, la vraie. D'autres sont dubitatifs, sceptiques, regrettent que vous ayez occulté ou biaisé parfois le discours sur la biologie, l'aspect médical des choses. Donc on avait des biologistes de formation qui ne se sont pas totalement retrouvés dans votre discours sur l'approche scientifique en tout cas. Qui a répondu? C'est des collègues qui ont fait ces remarques-là dans l'autre salle. Oui. Que vous ne partagez pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire que ça avait été clivant, même dans les remarques qu'il y a ici. Voilà. Très bien. Je peux réagir? Oui, bien sûr. Moi, ça me convient très bien que des collègues aient d'autres points de vue et d'autres avis. Ce qui compte pour moi, c'est le soin de l'enfant. Et donc, que des collègues souhaitent soutenir une autre orientation, fût-elle biologique, ça les regarde, ils ont le droit et c'est leur pratique. Moi, ce que je soutiens, c'est le même droit pour d'autres praticiens qui s'orienteraient d'autres prismes. Et aujourd'hui, il me semble que la balance n'est pas tout à fait équilibrée. Et l'idée, c'est justement de remettre un peu de dialectique et de la pluralité des discours. Que des collègues ne soient pas d'accord, ils ont bien raison. Merci, on vous remercie. Merci Monsieur Ponou.